Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est la deuxième partie du Capital Social avec Brigitte Borja de Mozota. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire. Et sinon, bonne écoute. C'est intéressant parce que, en fait, si je reprends un peu ce que vous dites, c'est comme si tout ce qu'on entend sur la RSE, sur l'importance effectivement de créer de la valeur, de créer de l'impact, c'était dans l'essence même en fait des compétences d'un designer, mais que paradoxalement, on n'arrivait pas à l'exprimer de telle sorte que ça s'exprime dans les entreprises. Du coup, ça m'amène à la prochaine question qui est de se dire, est-ce que vous, de votre œil d'expert, vous avez en tête des organisations ou des entreprises qui ont su justement prendre ces compétences essentielles du designer, donc de poser une approche design intéressante qui a abouti à un modèle d'affaires ou à une organisation ou à une gouvernance justement intéressante d'un point de vue durable. Est-ce que vous en avez en tête ? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez citer ? Moi, je vais prendre 2-3 notes. Déjà, 90, moi, je débarque au Design Management Institute et je découvre qu'il y avait des directeurs de design chez IBM, Hewlett-Packard, etc. Donc, quand on me dit c'est nouveau, ouais. 1990. Ouais. Hein, mais je dois quand même dire que c'est l'arrivée d'Apple, même dans notre groupe. Hein. Apple a fasciné et vraiment... avec le Design Management Institute, quand on a fait les premières études de cas, notre idée pour essayer de prouver, donner des exemples concrets, etc., on a pris Braun, l'entreprise Braun. Et alors, pendant très longtemps, le case study qu'on avait fait de la cafetière K40, je crois, de Braun, best-seller des études de cas de la Harvard. OK. Parce qu'on s'était dit, non, mais tant qu'à faire, c'est une étude de cas, mais on va prendre un designer graphique. Hein. Ouais. Donc, au lieu d'avoir un truc qui est un peu... là, c'était une jolie photo, etc. Du coup, les étudiants, ils préféraient ce cas. Parce qu'ils comprenaient une cafetière aussi. Hein. Et donc, il y avait le Braun. Et puis, il y a eu Apple. Bon, Apple, en plus, c'était formidable parce qu'en plus, c'est la meilleure valeur boursière. Donc, même qu'en ce moment, la seule chose qui compte, c'est l'argent et le côté valeur financière, etc. Donc, Apple a beaucoup aidé quand même. Il faut quand même reconnaître, à faire passer le message que on parlait d'abord de l'expérience pour une personne. Alors, tant qu'à faire, si elle est belle en plus, c'est bien, mais... c'était quand même la technologie pour une personne, pour accompagner. Alors après, on appelait ça l'expérience, le UX, etc. Mais vous voyez, alors d'autres exemples que l'on peut donner, en France, on a eu alors déjà tous les gens des GAFA, mais tous ont tous des directeurs de design, parfaitement. La troisième phase qui nous a aidés, c'est l'arrivée d'Internet, et du smartphone et d'une manière générale, le fait que, quelque part, toutes ces entreprises maintenant qu'on appelle GAFAM ou autres et qui sont venues du digital, nous ont prouvé tout de suite, parce qu'ils avaient la possibilité de prouver tout de suite, que dès que vous amélioriez l'interface, c'était le retour du client, il est automatique. Vous n'avez pas besoin de passer par des études pour montrer que l'investissement avec le designer
avait été rentable. Ouais. Là, vous voyez, il y avait un retour. Et d'ailleurs, c'est presque l'un de mes combats aussi en ce moment. C'est que tous les designers il y a eu toute une autre sorte de tribu du design qui est partie du digital, qui n'a pas fait trop le lien avec le design d'avant. Sur le packaging, produit, c'est-à-dire le packaging, l'espace, les produits, etc. Ouais. Et en ce moment, il faut qu'on refasse lien ensemble. Mais si vous voulez, là, il y a la logique de la preuve immédiate. Hein. Vous changiez un truc et puis tout de suite, ça donnait quelque chose dans votre tiroir caisse. Donc, c'était assez évident. Mais je vois bien, c'est intéressant le lien que vous faites entre, il y a le design qui génère un produit ou un service, il y a le design qui va générer une expérience client, utilisateur, etc. Et moi, je m'intéresse, est-ce que, mais c'est peut-être utopique de ma part, mais est-ce que dans cette logique de, puisqu'un designer comprend, n'est pas hors sol, comprend les besoins de l'humain, etc., comprend potentiellement les besoins et génère plus de performance, est-ce qu'il y a le design, après le design produit et le design expérience, il y a le design, j'ai envie de dire management, mais gouvernance d'entreprise, de concevoir en fait des organisations qui sont... de facto plus durable, de facto qui génère plus de valeur pour les utilisateurs ou les consommateurs, pour les parties prenantes de façon générale. Et si oui, est-ce que c'est quelque chose qui se discute ? Parce que autant on imagine très bien un designer qui va produire un produit ou un service, une expérience, effectivement, vous l'avez bien dit avec l'émergence d'Internet, autant on imagine moins, ou en tout cas peut-être par méconnaissance de ma part, mais on imagine moins un designer qui conçoit une organisation pour être pérenne, pour être durable, pour être plus robuste et générer plus d'impact et plus de valeur. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Non, vous vous trompez pas. Simplement, vous n'avez pas lu ma thèse et puis vous n'avez pas... vous connaissez pas, quoi, quelque part. Donc, là, maintenant, on a 50 ans d'expérience. Donc, 40 ans, parce que ça a été ma bataille, de dire on n'aura rien tant qu'on n'a pas un catalogue de thèses. Hein. Donc là, maintenant, cette année, c'est le cadeau de mes 80 ans. J'ai fait beaucoup un fichier Word des thèses en design pendant 25 ans. Et puis, j'ai passé le relais à Béatrice Gisclard à l'université de Nîmes, qui maintenant va nous faire une plateforme avec 300 thèses. Donc, ma thèse a été la première à prouver la valeur scientifique des compétences du design et des théories du design. Parce que ça ne suffit pas de mesurer uniquement sur le plan économique et financier. Totalement. C'est-à-dire que moi, déjà dans la thèse, il y avait la théorie sémiotique pragmatique, la théorie générale des systèmes, la théorie de la Gestalt, qui expliquait qu'un objet, c'était un objet dans un environnement et dans un contexte. Et donc ça, c'était très fort sur le plan de la science de gestion. Parce que vous compreniez que c'était valable pour un collaborateur, pour une partie prenante, pour tout. Donc moi, j'avais prouvé déjà en 85, qu'on dépassait la logique de la marge, du prix et qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la coordination entre les fonctions. D'accord. Et que, par exemple, on gagnait du temps. Et qu'on, par exemple, on dépensait moins en communication. Bien sûr. Donc ça, c'était déjà prouvé avec un petit échantillon dans les années 85. Après, en 2000, moi, j'ai demandé à 33 chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez tous des prix du design pour des objets. Et ils venaient en France pour le prix européen du design. Ils étaient 66. Il y en a 33 qui ont accepté de me suivre. Je dis, moi, j'ai un catalogue là, de tous les endroits, toutes les thèses qui a été fait depuis ma thèse sur où le design crée de la valeur. Mais on me demande on créait un DESS à l'époque à l'université de Lorraine. Je dis, mais c'est un tel foutoir là, je peux pas enseigner. Enfin, il me faut une structure pédagogique. Comment je vais faire ? Et donc c'était fantastique. C'était pour moi le deuxième waouh de mon histoire parce que on a fait un travail statistique de corrélation, etc. Et clairement, sur 20 variables, on arrivait à 3 clusters. Donc vous aviez des dirigeants d'entreprises de plusieurs pays en Europe, de PME, qui avaient tous d'excellents produits designés. Et ma question que je leur posais, c'est que votre manière de voir le design était identique. Et clairement, les 3 clusters. Et c'était quoi les 3 clusters ? Ceux qui étaient très très clairs en disant, moi le design c'est les produits, machin, etc. M'embêtez pas avec le reste, quoi, quelque part. Clairement, 50% d'entre eux, donc le plus gros,
Ah, moi, j'ai bien compris que ça m'aidait à mieux gérer me gérer. Donc, c'était la valeur managériale, la valeur d'innovation, la valeur de gestion de l'innovation, le fait que les processus de gestion de l'innovation étaient améliorés. Ouais. Donc, là, clairement, c'était la valeur d'efficacité des processus, vous voyez. Et puis, un troisième cluster qui était, non, mais avec les designers, moi, ils m'aident à regarder l'imaginaire et le monde. Et le monde, et je peux me projeter à 3 ans parce que, ça y est, avec eux, je sais où je vais. Ouais. C'est hyper intéressant. C'était fabuleux. Moi, j'en pleure encore d'avoir les résultats de cette analyse ACP en 2000. C'était pour passer mon HDR. Il fallait que je fasse encore une autre recherche, etc. Et donc là, ça a pu démarrer cette recherche j'ai pu en faire un livre. Et là, c'est là où j'ai fait l'ouvrage de référence. Et c'est par l'ouvrage de référence, je crois que je peux répondre à votre question, si vous voulez. C'est-à-dire que l'ouvrage, c'est design et marketing, design et innovation, design et stratégie. Et puis, je vous le prouve. Vous voyez, mais on avait une logique de dire que le designer, finalement, apportait de la valeur aux différentes fonctions de l'organisation et que un manager, un dirigeant d'entreprise, un membre du COMEX, c'est juste une science, ça s'appelle la science de la conception, qui est une science de la conception qui complète la science de la conception par l'ingénieur et qui est dans une logique, enfin, quand on y réfléchit 2 minutes en termes de management, il est évident que la perception de l'objet est quand même la première entrée dans le monde. Donc, si l'objet est plus vu, déjà, vous avez besoin de quelqu'un qui est capable de vous faire une jolie forme qui va attirer le regard. Hein. Et puis, après, si cette forme, elle aide la personne dans son usage et qu'on parle beaucoup d'innovation d'usage, les designers, on a réussi à les vendre par l'innovation d'usage. Donc, ça voulait dire que tout d'un coup, on pensait que l'innovation, ça servait à un humain. Enfin, vous voyez, quand même, pour un membre du COMEX, c'est juste du bon sens, le design. En sciences de gestion, je vois tout de suite ce que ça apporte sur le plan de l'efficacité. Et puis, après, on vous dit, ah non, mais c'est en plus des gens, vous savez, ils vont faire le total de la connaissance du moment, puis ils vont essayer d'imaginer des scénarios du futur. Vous êtes chef d'entreprise, vous en voulez quand même de ce truc-là, qui va vous donner une... Alors, en plus, ça vous donne différents scénarios. On n'a pas forcé de choisir le scénario. Non, vous en avez... Là, hier, on avait une conférence de Cynthia Fleury qui parlait des différents niveaux du soin et le fait qu'elle avait travaillé sur, vous savez, les problèmes des gens en santé mentale qu'on est obligé de mettre sur des lits pour les calmer avec des sangles. En camisole, tout ce travail sur la contention, etc. Et là, elle parle de la nécessité de lier les designers aux différents niveaux de soins. Et bon, là, elle avait demandé au designer, il y avait 5 scénarios de comment on pouvait calmer la personne avec des tas d'idées originales, fantastiques, etc. Finalement, ils sont arrivés juste à refaire un lit, quoi. Et elle disait, parce je trouvais ça adorable, parce que moi je la lis depuis longtemps, mais c'est la première fois que je la voyais. Elle disait, c'est pas grave, on va commencer par le lit. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est pas grave, commençons par la chaise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Commençons par l'objet. C'est pas grave, parce que il faut éduquer, et souvent ça fait peur. On nous a éduqués, moi la première, on nous a éduqués. Et on reproduit dans les organisations et aussi dans la gouvernance d'une ville, parce que vous me parliez des problèmes de gouvernance, les silos. Donc, et c'est vrai que les systèmes sont complexes, donc alors il nous faut des sciences qui sont les sciences humaines et sociales d'un côté, les ingénieurs de l'autre, l'art il est dans un autre endroit, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. Et c'est comme ça, en plus, le designer... Il peut faire peur par son expertise parce que un marketeur va dire « Ah ben oui, mais c'est vrai, moi je sais pas dessiner, mais j'aimerais bien être le créatif qui sait dessiner. » Et puis l'ingénieur va dire « Ah oui, non, c'est vrai, mais là, lui aussi, il va être capable de trouver un objet
Mais c'est moi, finalement, qui ai trouvé la technologie. Ouais. Et oui, il y a du partage de pouvoir, là, quand même. Il y a des enjeux de pouvoir. Il dérange les égos respectifs. Ça dérange beaucoup les égos. Ça peut déranger beaucoup les égos. Donc, il y a ce côté un peu de prédation des autres sciences qui veulent pas trop dire que les designers sont là. Mais on va le mettre dans nos KPI quand même, sauf qu'on ne dira pas qu'il est là, vous voyez. Ouais. Ah non, un peu de bon sens. Moi, vraiment, je me dis, mais on s'arrête 2 minutes, mais un peu de bon sens. Encore une fois, le gamin qui découvre le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai, et je le dis maintenant, et en plus, ma parole est libre, hein, elle est d'autant plus libre ce matin, que je dis, mon ouvrage, je voudrais le refaire. Ouais. Parce que en 2000, c'était ce que l'on vit maintenant dans les thèses en design. C'est-à-dire que nous, on essaie de définir un espace qui est en construction des sciences du design. Il est très fragile parce qu'il vient du faire et pas de la pensée, vous voyez. Et comme on est quand même un monde qui aime bien partir de l'abstrait pour aller... Bon. Et donc, souvent, les designers, finalement, aiment mieux choisir le monde dans lequel ils vont travailler. Ouais. Alors, je choisis l'alimentaire, oui, parce que ça va pas du tout. Là, en ce moment, je vais m'occuper des obèses. Hein, voilà. Je vais rentrer dans le sensible, je vais rentrer par tel univers. Et là, moi, je vais essayer de repenser le monde dans cet univers. Donc, il y a beaucoup des designers et des thèses en design qui se font en ce moment dans différentes industries. D'accord. Et les designers, c'est très bien, diffusent maintenant les compétences du design dans différentes industries. Et là, moi, je rentre de Nantes, où c'était un peu scientifique, parce qu'on fêtait les 10 ans des sciences du design, donc d'une revue qu'on a créée il y a 10 ans. Et je disais, oui, mais il y a danger qu'on perde le collectif des sciences du design, mais il faut qu'on passe par là, pour la logique de la preuve, vous voyez. Mais quand même, arrêtons de mettre les designers dans le marketing, avec une obligation de reporting dans les KPI du marketing, et idem chez les ingénieurs, idem... Oui, il faudra avoir une approche beaucoup plus systémique, en fait, du design. Pour l'avoir, il faut qu'ils aient l'autonomie. Et donc, on remonte, en fait, ça c'est intéressant, on remonte au sujet de gouvernance, c'est-à-dire quelle est la vision d'un président, d'un CEO sur la place du design dans l'organisation pour être effectivement plus... Moi, je vous dis tout de suite, si le CEO ne s'est pas formé au design, on va nulle part. Oui. Parce qu'on aura toujours le côté opérationnel. Il y a un appel là, du coup. Bah oui, il y a complètement un appel, parce que si vous voulez, on voit bien... ça risque de devenir un problème de com, ou de greenwashing, nos histoires de RSE. Et puis moi, je le vois bien en ce moment, il y a plein de gens qui se spécialisent dans tel outil de reporting, tel outil de référentiel, etc. Mais je vois bien qu'on n'appelle pas les designers. Ouais. Mais je dis, mais comment vous allez faire pour faire ça? Parce que c'est très bien de dire que vous voulez un packaging qui soit machin. Avec qui vous allez le faire, ça? Faut peut-être rentrer dans le concret des choses quand même. Hein. Donc, tous les designers en ce moment sont obligés de dire « Coucou, on est là dans l'économie circulaire, dans les sociétés inclusives, dans l'amélioration et la transformation des business models. » Mais enfin, moi, je ne vois pas la queue devant les écoles de design. Ouais, c'est intéressant. Donc, nous, on est entre nous et on dit qu'on est là, mais il n'y a personne qui fait la queue devant chez nous. Hein. Ouais. Alors, je pense qu'il y a une peur. Il y a des chefs d'entreprise qui n'y pensent pas. Ou une méconnaissance, peut-être. Oui. Ouais. Et je me souviens de tendances dans les années 2000, quand on voyait Philippe Picot qui arrivait chez Decathlon. On n'a pas cité Decathlon, mais c'est un très bon exemple en France, hein, du design qui était partout, dans la chaussure, dans tous les trucs, dans tous les produits, etc. Philippe Picot qui arrive dans les années 2000 en disant « Oui, mais moi, je veux bien que le design aille chez Tribord, chez toutes les marques, etc. » Et puis qu'on aille jusqu'à, effectivement, quand on est dans les produits nautiques, on va mettre le secteur de recherche près de l'eau pour qu'on puisse expérimenter, faire des prototypes sur place, etc. Donc là, fantastique, on est dans le faire, et donc on est sur place, etc. Mais je veux aussi une cellule design qui protège l'amélioration des compétences du design, de tous les designers. Ouais. Donc, moi, il me faisait venir tous les ans, on avait tous les designers qui revenaient, et puis on travaillait sur l'amélioration de nos compétences. Génial, ouais. Donc, il fallait qu'il y ait une direction du design central, et puis des designers qui étaient distribués un petit peu dans les différentes industries, sauf que là, c'était dans les différents sports, si vous voulez. Mais là, il y a plein de jeunes qui veulent encore être embauchés chez Decathlon, parce que
ça porte les valeurs de William Morris dont je parlais tout à l'heure, sûr. c'est-à-dire démocratisation du sport, faire un objet qui est parfait, mais qui est pas... C'est une culture, en fait. Il y a une culture du design. C'est complètement une culture. Donc, mais Philippe et tous les autres, ils me disent, moi, à chaque fois que j'ai un nouveau CEO, il y avait Yo Kaminaga, il y a la RATP, et des directeurs de la RATP, il en a vécu, en 30 ans, il en a eu pas mal. À chaque fois, il était obligé de les reformer. Il était d'ailleurs très bon pédagogue. Mais moi, j'ai des designers, des directeurs de design, ils me disaient, déjà un nouveau PDG, je lui demande une journée sur son planning. Et puis, je l'emmène voir le monde. Et je l'emmène lui changer son regard du monde. Et lui dire, voilà, ce que je vais faire, c'est ça, c'est vous apporter du bon sens. Vous avez Gatti Cotelon chez Saint-Gobain qui le dit, ça. Elle est beau être ingénieur designer et de travailler sur plein de choses très compliquées chez Saint-Gobain. Elle dit, à un moment donné, je suis obligée de fédérer les gens qui comprennent l'expérience client, qui comprennent les vrais gens, quoi, quelque part. Vous voyez, je n'arrive pas à comprendre. J'ai essayé de bâtir les fondations. Je me suis dit, tant qu'on n'aura pas des écoles doctorales, on n'a rien. Donc maintenant, on a les 300 thèses, tout va bien. Mais des gens comme vous, Nathalie, on en a besoin, quoi, parce qu'on a besoin de passeurs des sciences du design, et pas seulement du design. Il faudrait faire passer, parce que les CEO ont quand même besoin de chiffres, de KPI, de dire non mais vous savez, Brigitte Borja, elle a été publiée en 2005 dans le Journal of Product Innovation Management, ça va. On est dans des excellentes revues de stratégie, California Strategic Management, etc. Ça y est, on est là. On est là. Sur le monde, là pour mon anniversaire de thèse, j'en invite 500 directeurs du design pour les rendre visibles, pour dire, non, il y a des directeurs de design, c'est normal. C'est normal. Et c'est pas à mettre au-dessus des autres. C'est simplement au même niveau. Au même niveau. Voilà, c'est tout. Au même niveau. Ça fait une branche du râteau de plus, mais vous inquiétez pas, c'est un râteau qui va faire du lien. J'ai fait récemment une étude sur les 37 podcasts de la croisée des designers intégrés, si vous voulez, où il y a des expressions fantastiques que j'ai repris dans le podcast, sur des designers qui disent « Moi, je suis un métier au milieu des autres métiers ». J'ai trouvé ça joli, mais c'est tout à fait ça. Moi, pour exister, j'ai besoin de parler aux autres. Oui, et de se nourrir aussi. J'ai besoin de me nourrir, de savoir ce que pense le marketing, de savoir ce que pense la technologie, de savoir où en est le droit, très important, le droit pour les personnes, le droit de la protection des personnes, tous les référentiels, tous les règlements, Voilà, j'ai besoin de parler avec les financiers, j'ai besoin de parler de ceux qui déposent les brevets. Pour exister, j'ai besoin de parler de tout le monde, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que dans un monde où on a tendance malheureusement à mettre les choses un peu dans des cases, c'est une pensée systémique qui n'est pas forcément encore démocratisée en fait dans toutes les organisations. Donc ça, je comprends ce que vous dites, ça peut déranger ou ça peut perturber ou ça peut mettre des organisations dans une zone d'inconfort en fait. Et donc peut-être on se dit on change pas les choses comme elles existent et finalement on n'y va pas. Ça c'est intéressant et c'est intéressant aussi de se dire quelque part dans ce que vous dites, on sent que les designers sont en avance de phase parce que quelque part ils ont compris qu'il fallait être dans une logique d'écoute. L'humain, vous l'avez dit, était importante, de compréhension effectivement des besoins et de vision du monde de demain. Et ça, quelque part, quand on parle de business model du futur, on est en plein dedans, quoi, en fait. Donc, ça peut peut-être déranger, en fait. C'est peut-être un peu ce que ça dérange, mais c'est sûr. Mais moi, je m'en suis servi comme une théorie de base qui fait sens des deux côtés. C'est-à-dire la Gestalt. Moi, j'ai pas pris mon fameux cube là, dans ma main. Mais on va le décrire pour que les auditeurs le comprennent. Il y a un cube dans ma main. Et donc, votre organisation, c'est le cube. Et votre main, c'est le contexte de l'organisation. Et quand on m'a appris la théorie de la Gestalt, et m'a appris que le tout est plus que la somme des parties, j'ai dit oui, moi, je suis en charge de gestion, je suis dans la somme des parties, quoi. Mais j'ai pas le tout. Personne m'a parlé du tout dans la science de gestion. Et donc, j'ai pris la théorie générale des systèmes à l'époque et je la reprends maintenant avec Donella Meadows. Je fais dessiner maintenant le design. Pendant 10 années, je n'ai pas osé parce que je dis non, moi, je viens des mathématiques, je respecte vos compétences, mais je suis incapable de dessiner. Vous voyez ? Et donc, je franchissais pas la barrière. Et là, maintenant, je la franchis et je fais dessiner le design.
Je dis, c'est très facile. Hein. On part d'une problématique, d'un contexte. N'oubliez pas, votre organisation est indissociable de votre contexte. Et donc, jusqu'ici, on était dans une logique de compétition. Donc, on regardait quelque part qui nous ressemble. Le numérique a complètement bouleversé cette logique d'organisation par le secteur. Hein. On est bien d'accord, vous cherchez un billet de train, puis vous arrivez sur la plateforme de la SNCF pour un billet de train, puis on vous propose plein d'autres trucs. Hein. Donc tout le monde fait tout en ce moment. Et vos clients, avec la conférence qu'on avait de Thierry justement récemment. Thierry Réna pour les auditeurs. Voilà, effectivement, qui dit que finalement vos clients sont devenus des prosumers et vos propres concurrents. Ouais. Donc c'est très la science de gestion. C'est vrai, il a une slide un peu violente où on barre porteur, la chaîne de valeur, etc. Mais la théorie de la ressource existe toujours en stratégie. C'est-à-dire, il y a toujours eu deux manières de voir la stratégie. La stratégie contre les autres et la stratégie de se bâtir un espèce de cocktail de compétences spécifiques. Ça s'appelait Océan Bleu, etc., qui venait de l'intérieur et qui permettait de créer son propre monde, en fait. La marque a beaucoup servi à ça, hein, cette espèce de stratégie de mettre toutes les valeurs de l'entreprise dans un objet qui était plus que l'objet lui-même, qui était l'imaginaire sur l'objet. Et donc, bon, les designers ont quand même été beaucoup dans toute cette logique de marque aussi. Je me perds un peu, mais si vous voulez, comment définir le design ? Le dessin EIN, haute intention, plus, et le dessin IN, le dessin, l'objet que l'on dessine. L'exécution, et qui est de l'exécution. Donc l'intention, l'exécution. Mais n'oublions jamais le plus. Votre dimension de dessin, c'est l'axe vertical de mon cube. C'est-à-dire les sciences du design, ce passage absolument fantastique qui nécessite 5 ans d'études, 3 ans d'études au moins, pour arriver à concrétiser une image mentale. Enfin, essayez un peu 2 minutes, si vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même, en disant « j'aimerais tel monde, voilà, plus inclusif, plus machin, etc. » Mais maintenant, dessinez, s'il vous plaît, vous me le dessinez, ce monde. On est quand même généralement... Bien en peine, oui. On est bien en peine, hein, voilà. Donc là, au contraire, il y a des gens qui vont partir de cette volonté, ils vont partir d'une algue qui récupère voilà, et à partir d'une algue, on va avoir un tissu, un fil, et puis après, on va inventer des objets, puis les objets, c'est les mêmes objets, mais ils sont faits à partir des algues. Ah, vous vous dites, oui, maintenant je comprends mieux, quoi. Hein. Ouais. Ce que c'est que l'économie circulaire. Parce que oui, mais des exemples comme ça, les designers vont vous les donner. Ouais. Et vos collaborateurs, ils vont peut-être mieux comprendre quand même aussi. Oui, il y a un effet de pédagogie un peu, pour reprendre les mots de Valérie Zoïdo, de pédagogie invisible quelque part. Enfin, visible en l'occurrence. Mais... Oui, vous voyez, complètement. Donc, il y a les sciences du design qu'on a construites avec des gens comme moi. Et ouais, rassurez-vous, il y a tout ce qu'il faut au niveau des modèles. Moi, je les fais dessiner. Voilà, on prend Donella la Meadows, on passe d'un système à un autre système. Comment on passe d'un système à un autre système, etc. Il y a un input, il y a un objet de médiation qui est l'organisation, hein, et de l'autre côté, il y a un output. L'output, c'est l'objet, mais c'est aussi la valeur que vous avez créée. Ouais. Elle parle de output et de outcomes. Okay. Et elle parle surtout des boucles de feedback, de boucles de rétroaction. Donc, de cette logique si on veut rééquilibrer le système, il faut que c'est que le nouveau système, le monde que le designer a voulu plus beau, plus juste, plus tout ça, soit aussi recompris et digéré par l'organisation. C'est magnifique, ça. Parce que vous avez le côté intention, qui peut être de temps en temps... Non, mais ces designers, ils partent de temps en temps dans l'image, dans le trop poétique, dans le trop machin, etc. Ah oui, mais ça me fait réfléchir. Donc déjà, le côté réfléchir, il y a plein de chefs d'entreprise qui trouvent très intéressant qu'on ait le temps de réfléchir. Et dans cette définition que je vous dis entre le dessin EIN et le dessin IN, moi, je suis très intéressée par le plus, parce que en ce moment, on a eu la vogue du design thinking, où on a fait beaucoup de plus. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire du co-design. Donc, alors, du prototype, de
du processus qui était plus collaboratif, du coopératif entre les parties prenantes, etc. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre conscience, il était temps quand même, que pour passer du dessin au dessin, il fallait aussi designer le processus. Ouais. Et là, moi, je sais pas, mais je viens des sciences de gestion, mais la notion de processus, ça me paraît un concept en sciences de gestion quand même. Hein, et ça paraît fait partir de nos méthodes quand même. Hein, et puis de nos outils quand même, etc. Et après, quand les designers me disent on est des outils, je dis bah, ça, non, mais ça, attention. Oui, vous êtes un outil. Mais vous faites. Et vous portez une intention. Donc, il ne faut pas vous résumer au plus. Mais depuis le design thinking, etc., on nous a beaucoup résumé au plus. En fait, le CIO, nous, on a vraiment besoin d'eux parce que tous les autres vont nous voir comme un risque. Vous voyez, parce que c'est vrai que on peut être... oui, on montre les trous dans la raquette qu'il y a, faut quand même le dire. C'est hyper intéressant si je résume dans ce que vous avez dit. J'aime beaucoup votre du dessin au dessin parce que c'est un peu le résumé de l'entreprise du futur. C'est celle qui aura compris en fait que le design est au milieu entre le dessin 1 et le dessin sans E. C'est celle qui aura digéré effectivement le design. C'est ça l'entreprise design driven de 2030, 50, etc. Oui, mais elle est déjà là. Elle est déjà là. Il y a quand même déjà des entreprises qui ont compris ça, Bien si sûr. vous voulez. Donc, moi, je dis aux chefs d'entreprise, et puis, si vous voulez, celles qui le font, elles ont quand même bien compris que c'est un avantage compétitif durable. Donc, théorie de la ressource. Je me débrouille pour, quelque part, le designer, et on aura beaucoup dit quelque part, hein, ça veut dire bien qu'on a du mal à représenter cet espace du design. Où est-ce qu'on le met, hein? Où est-ce qu'on bâtit l'espace de la confiance? Il y a une image qui me revient avec Procter & Gamble et quand on avait donné, comment elle s'appelait, Claudia Coccia, quoi, chèque en blanc pour développer à Stanford, là, elle faisait une conférence sur toute son histoire pour développer, ça lui a pris 7 ans pour développer la cellule design chez Procter & Gamble. Et finalement, tout en embauchant les meilleurs designers seniors, etc., pour que on modifie un peu les méthodes du marketing, qu'on fasse plus confiance aux designers, etc. Ça s'est réellement fait le jour où les designers ont dit « Non, mais vous êtes sympa, mais on a besoin de notre espace où on met un peu de bordel. Vous savez, nous, les trucs bien rangés, les bureaux avec nous, on n'est pas bien. » Et alors, on a dit, bah oui, mais nous, vous savez, on s'appelle Procter & Gamble et il y a des voilà, tous les bureaux sont pareils, etc. Enfin, bref. Puis il y a les bureaux avec fenêtres et c'est les bureaux les plus importants. Puis quand vous avez 2 fenêtres, c'est encore plus important, etc. Vous allez prendre la place des autres, puis vous demandez en plus de la lumière Et alors, les designers ont dit, non, mais nous, on veut juste un gong. C'est très, très drôle. On veut juste un gong. Et vous ne voudriez pas nous donner l'espace là au milieu dont personne ne veut, parce que justement, il n'y a pas de fenêtre. Et nous, on va mettre un gong. Et puis, on va faire nos workshops. Là, on va mettre un peu de désordre au milieu, etc. On fera des workshops créatifs, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Parce que c'est un peu comme l'histoire de Philippe Picot à Decathlon. Il y avait un espace où il y avait la confiance. Il fallait quand même que le CIO accepte un petit peu de donner cet espace. En fait, je trouve ça intéressant parce que cette interview, malheureusement, arrive à sa fin, mais on termine sur le mot confiance. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à Capital Social, puisque Capital Social est né de l'idée de les entreprises du futur ou celles qui ont un business model du futur sont finalement celles qui sont capables de tisser ce lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Et j'entends ça dans ce que vous dites, c'est-à-dire, quelque part, les entreprises de demain qui auront compris qu'on crée un lien de confiance unique avec le designer et ses compétences sont celles qui seront finalement gagnantes, quoi, en fait. Donc, j'ai envie de vous terminer avec une question un peu personnelle, parce qu'on a commencé sur une question personnelle. Si vous deviez, c'est les 40 ans de votre thèse, vous arrivez aussi, c'est aussi votre anniversaire, parce que vous arrivez à vos 80 ans. C'est quoi votre appel, justement, vous qu'est-ce que vous voudriez lancer comme appel à vous dire, moi, je suis dans une logique de transmission, c'est ma mission, c'est pour ça que vous allez voir de jeunes designers et que vous transmettez tout votre savoir, et j'aurais gagné si quoi ?
Alors, j'aurais gagné si les sciences de gestion, là, changent de lunettes. Alors, clairement, et acceptent de dire que, effectivement, il y a un certain nombre d'organisations qui ont des directeurs de design. Donc, peut-être que dans le premier ouvrage de référence qu'on donne à un gamin qui choisit d'aller à HEC, ESSEC, INSEAD, etc., tout gamin doit avoir un chapitre sur le design. Ouais. Parce qu'il est designer. Je veux dire, quand on choisit de prendre une responsabilité de management, de direction, on conçoit son organisation. Ouais. Donc que le manager est un designer, en fait. Et oui. Nous, on appelle ça dans les sciences du design, du design inconscient, du silent designer. On prend des décisions de gestion tous les jours qui ont une dimension de conception. Et on le prend sur quelle base ? On le prend sur les bases de l'information que l'on a. Donc, s'il n'y a pas eu cette information, eh bien, vous allez venir de X mine ingénieur, vous allez faire confiance à la technologie, et puis vous allez dire ça va. Et ça va. Il y a plein d'entreprises qui sont basées sur une culture assez technologique. Et d'autres moi, ça ne me gêne absolument pas, au contraire, qu'il y ait une différence de culture dans les organisations. Mais si on choisit le design, on choisit l'humain. Ouais. Et on met une dimension de l'humain dans la technologie. Et puis on me dit, on choisit l'humain. Oui, voilà, si on choisit lui. Et d'ailleurs, on le voit bien à l'heure actuelle, les postes pour les designers actuels se développent dans le design social, l'économie circulaire, et donc dans les hôpitaux. Maintenant, c'est le numérique mais responsable vis-à-vis de la planète, responsable vis-à-vis d'une personne qui est âgée ou le responsable d'une personne qui est aveugle ou qui a tel ou tel handicap, parce que on doit pouvoir s'adresser à tout le monde avec une déclaration, une demande de droits sociaux, une demande de droit au logement, etc. On voit bien d'ailleurs dans les projets du prix de l'impact design, il y a des projets comme ça, et c'est logique. Donc, les sciences de gestion doivent changer. Ouais. Elles ne veulent pas changer, mais là, oui, je repars au combat pour leur dire, vous continuez là, il y a le prix de la FNEJ cette semaine, des prix sur le durable, le machin, etc. Enfin, tout ça. Si j'avais une minute, je prendrais les 10 livres et j'irais dans l'index et je chercherais le mot design qui dit... vous avez une mission, oui, vous avez une vision, oui, mais avec qui vous allez le faire ? Avec quel cerveau vous allez faire ça ? Donc vous êtes obligé de faire en sorte que votre directeur RSE, il aille dans une école de design. Ouais, je sais pas, travailler tout de suite avec les designers, quoi, quelque part, on va gagner du temps, là, quand même. Donc là, le message, il est là. Donc, un peu de bon sens, quoi. Revenons au bébé qui découvre le monde, quoi, quelque part. Autre chose, peut-être, c'est cette sensibilité et qui, moi, m'a vraiment... Je crois que j'ai compris avec Natacha que un objet, c'était tridimensionnel. Et en fait, ce truc un peu abstrait qui s'appelle la théorie des systèmes, avec la chaise, moi, je le comprends. Si j'ai l'honnêteté de dire que je ne m'étais jamais posé la question. Ouais. Et donc, il faut avoir l'humilité de se dire, je ne m'étais jamais posé la question. Mais c'est vrai qu'on me demandait d'être bonne en mathématiques, point final, quoi. C'est pas trop de ma faute, quoi, quelque part. Mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé ma question de pourquoi j'étais mal à l'aise dans certains espaces, de pourquoi j'étais mieux dans d'autres espaces, pourquoi je choisissais tel objet par rapport à un autre. Et donc il y a une humilité qu'on doit avoir, nous, chacun d'entre nous, de nous dire, finalement, nous aussi, on est tous designers de notre propre vie. Là, il y a une femme formidable qui s'appelle Eze Birsel en ce moment, qui fait plein de choses. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup les coachings. Et elle s'est aperçue qu'après avoir été la reine du design de produits, en ce moment, elle aide les gens à mieux designer leur vie. C'est ça, quoi. Ouais.
Donc il faut redesigner les organisations. Mais en fait, simplement, il y a déjà plein d'organisations où c'est déjà fait comme ça. Et puis, il y a que, en fait, on est tous devenus un peu designers. Il y a plein d'outils qui sont déjà à notre disposition pour devenir auto-entrepreneur du jour au lendemain, etc. Et pour reprendre des décisions qui font plus de sens au niveau de notre vie. Et on voit bien que les organisations souffrent de cette espèce de montée d'une autre manière de vivre leur vie de chaque individu humain. Et puis, des modèles d'organisation qui sont trop rigides, pas assez agiles, et que les KPI, ils sont encore là, quoi. Et puis, ça va être difficile. Mais moi, je dis, dans le monde des artistes, parce que je joins les artistes là aussi, et des designers, c'est notre monde. Le chaos, ça nous va, quoi. Et donc là, vous allez en juillet à un colloque, je crois, où sont invités des designers justement pour parler de la gestion des risques. C'est une histoire fabuleuse et je vais parler de Béatrice Gisclard. Ça va vous donner un exemple. Béatrice Gisclard était designer, elle avait son agence et puis son mari, part dans le Midi. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec mon agence qui est à Paris? J'ai 2 filles en bas âge. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que c'est peut-être le temps de faire une thèse. D'accord. Ça fait à peu près 10 ans qu'ensemble, on bâtit le syndicat du design, parce que j'ai beaucoup milité aussi pour créer un syndicat. Parce que ça ne suffit pas d'avoir des sciences, il faut aussi un syndicat qui protège une profession. Et donc, je lui dis, écoute, c'est le moment de faire une thèse. Ouais, d'accord. Ça fait des années que tu réfléchis, qu'on parle ensemble, etc., etc. Fais une thèse. Et puis, tu t'occuperas de tes enfants, tu auras du temps de réfléchir. La pauvre chérie, je lui ai mis quand même 2 ans très, très, très difficiles parce qu'elle était designer. Donc, elle avait un niveau d'école de design. Donc, elle n'était pas dans l'université, dans une science qui est connue dans l'université. Et donc, elle a dû repartir. Elle est partie sur un sujet absolument merveilleux. Elle part dans le Midi, elle habite Paris, elle part dans le Midi, s'installe dans un village, et hop, des inondations dans le village. Et donc, elle vit le chaos de l'inondation. Et puis, elle me dit, mais alors, l'information, ça n'allait pas du tout. Les gens étaient paumés, ils ne savaient pas du tout quoi faire, etc., etc. Tu crois que ça peut faire un sujet de thèse? La gestion des risques, l'innovation, etc. Moi, je lui dis, vas-y, bien sûr. Ouais. Mais alors, il a fallu qu'elle passe par un master en géographie pour être crédible. Et quand elle aura fait son master en design, plus son master en géographie, donc là, déjà, elle perd 2 ans, elle a pu s'inscrire en thèse. C'est comme s'il fallait prouver que le bon sens était une science. Absolument. Mais ça j'applaudis sur votre phrase. Hein. Mais alors, et donc, elle fait sa thèse. Et alors là, moi, je l'aide et tout ça, parce que c'est compliqué de trouver une hypothèse de recherche, des méthodologies. Donc, elle défend avec ce terrain qui était quand même, et que maintenant on le voit dans tous les journaux tous les jours, hein, les crues violentes qu'il peut y avoir dans le village, dans le Midi, etc. Et elle fait un travail de designer. Ouais. Comment on informe la population, comment on rend l'information compréhensible, comment on répare après, enfin bref, un travail formidable, etc. 1 an après, la soutenance, elle me dit, tu vas pas le croire, mais il y a des gens qui sont spécialisés en gestion des risques. Alors là, il paraît que c'est des gens, ça c'est carrément le top du top de la science, là, hein, qui me demandent de venir présenter ma thèse. Elle présente sa thèse et elle obtient le prix de la meilleure thèse par des gens de la gestion du risque. Je lui dis, écoute, moi qui ai besoin de preuves, ton histoire, c'est quand même une preuve fantastique. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est intéressant. On parle beaucoup dans la RSE de l'adaptation, c'est-à-dire comment les entreprises s'adaptent au changement climatique, etc. et quelles stratégies sont liées à ça. Et quand je vous entends, les compétences du designer sont en plein là-dedans, c'est-à-dire comment on conçoit sur un scénario donné ce qui peut se passer et quelle stratégie l'entreprise applique en fonction de ce scénario-là, quoi. Donc, je trouve ça super intéressant dans vos mots parce que
Si je retiens 3 mots dans ce que vous venez de dire sur l'appel final, il y a un appel au bon sens qui est très important, un appel à l'humain et un appel à l'humilité qui est flagrant en fait. Et peut-être qu'on aurait tous à y gagner si effectivement on mettait ces compétences-là au cœur de l'entreprise. Sûrement, mais je fais un appel aussi au niveau des designers parce que leur métier n'est pas facile en France quand même. Et je dois reconnaître aussi qu'il y a beaucoup d'arrogance sur certains designers. Je veux dire, les responsabilités, les freins sont des deux côtés. Hein. Il n'y a pas uniquement la science de gestion qui doit changer. Les designers aussi doivent accepter de se former tout au long de leur vie. Moi, je médite en ce moment pour une formation au design stratégique. J'en ai refait un bouquin. J'ai réexpliqué pourquoi ça marche pas. Et je dis que c'est aussi de leur faute si ça marche pas. C'est-à-dire que c'est aussi à eux de porter la parole vis-à-vis des COMEX. Mais il faut qu'ils aient les mots. Il faut qu'ils aient l'appui des sciences du design pour être convaincus et convaincants. Ouais. Et tous les designers n'ont pas envie de ce rôle de leader. Ouais. Tous les gens qui sont dans le marketing ou dans l'innovation ne sont pas tous des leaders. Ouais. Et qui sont très contents de creuser leurs détails. Et c'est très important qu'il y ait des gens qui continuent à être des experts du détail. Ouais. Mais je crois qu'il nous faut vraiment là une armée de designers stratégiques moi, je ne sais plus comment faire parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait. Et je me dis, mais non, mais finalement, j'ai rien fait parce que je me retrouve avec le même problème qu'au moment de ma thèse. C'est-à-dire, cette conviction, c'est tous mes pairs professeurs de sciences de gestion qui ont fui parce que j'ai mis le design dans le titre. Ouais. Je dis, mais c'est pas vrai, 40 ans après, d'où l'anniversaire où j'invite tout le monde avec une coupe de champagne en disant je l'ai rêvé dans ma thèse il y a 40 ans, mais maintenant c'est correct, ils sont là. Il faut inviter les profs de gestion, du coup, en plus des designers. Oui, mais je vais le faire d'ailleurs, puisque Mourad va m'animer. Il est maintenant, mais c'était mon premier doctorant, puis il est maintenant professeur des universités. Mais j'en ai combien ? Nous, on se bat, on est peut-être 3 ou 4 en sciences de gestion à être convaincus que ça suffit pas. Ouais. Il y a une période qui est pour moi très émouvante et très passionnante de faire le lien entre le bon sens et la science. Ouais. Et j'appelle ça désignance, vous savez. Alors, ouais, peut-être que c'est pas mal finalement. La désignance. Et je crois que ce sera le mot de la fin. Brigitte, je vous remercie énormément pour ce bijou que vous nous avez offert sur ce témoignage. Merci beaucoup pour cet échange passionnant, sincère, transparent. Et pour moi, ça a été un véritable plaisir de vous recevoir au micro de Capital Social. Et de ma petite fenêtre, on va dire, je retiendrai une chose essentielle, je crois, qui est qu'effectivement, on gagnerait tous à mettre beaucoup plus de designers et designeuses pour repenser les modèles d'affaires. À bon entendeur, si on nous entend dans ce podcast. Salut. Brigitte, je vous remercie, ainsi que toute l'équipe technique de One2One2 qui rend ce podcast possible. Je vous donne rendez-vous dans 1 mois, chers auditeurs et auditrices, pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci beaucoup. Merci Nathalie.